attention. Merci beaucoup Emmanuel pour cette mise au point très actualisée sur la prise en charge de l'arthrose digitale. Et nous reprenons tout de suite la question du professeur Hachmelel qu'il souhaitait poser tout à l'heure. Oui, merci. C'était juste pour le bilan en pratique à demander devant une arthrose digitale. Et puis, est-ce que vous avez une expérience avec la métriptyline gel dans l'arthrose digitale? La métriptyline en gel. Alors, le bilan, c'est une question piège. Hein. Je dirais qu'a priori, on a presque besoin de rien. On pourrait même se passer de radio la plupart du temps. Bon, on va faire un petit peu de radio. Si on a le moindre doute, on va faire une biologie de base. Mais moi, je suis plein de patients arthrose digitale chez qui j'ai jamais demandé de bilan immunorhumatologique. Hein, parce que l'arthrose est évidente, l'histoire familiale, le moment de l'apparition dans la vie, les aspects radiographiques, enfin, il n'y a pas de discussion possible. La seule vraie grosse discussion, c'est le rhumatisme psoriasique, où là, c'est un casse-tête sans fin, parce que, bon, est-ce que c'est un rhumatisme psoriasique? Est-ce que c'est une arthrose digitale? Quand il y a un psoriasis chez la personne, encore pire, quand il y a un psoriasis familial, mais pas chez la personne, bon, là, ça peut poser effectivement un problème. Mais je ne suis même pas sûr qu'on s'en sorte avec un bilan biologique, puisque malheureusement, dans le rhumatisme psoriasique, le bilan biologique ne va pas nous apporter grand-chose de plus. Donc, bon, ça, c'est un diagnostic différentiel difficile. Il y a le métabolique, mais le métabolique, c'est pareil, en général, c'est quand même quelque chose de connu et de relativement facile à diagnostiquer. Bon, si on cherche une hémochromatose, ok, on va faire une ferritinémie, une saturation, etc. Donc, c'est quand même très, très guidé par la clinique, mais je dirais que, en général, le bilan, il est vraiment voisin de zéro. C'est d'ailleurs les recommandations de Lollard sur le diagnostic de l'arthrose des mains, hein, qui sont toujours valables, elles n'ont pas été revues. Bilan minimal, rien, simplement la radio pour faire l'évaluation topographique et de la sévérité structurale. Amitriptyline topique, je crois qu'il y a un essai qui devrait commencer, mais pour l'instant, pas de données. Donc Nous avons encore 4 questions, en tout cas en attente. Professeur Allali, professeur Mamouchi, professeur Mraoui et professeur Bza. Professeur Allali. Je commence, j'ai le micro. Professeur Mraoui. Aucun problème. L'essentiel, c'est que tout le monde s'exprime. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ta présentation. Alors, juste, j'en profite, puisque c'est un beau tube, pour poser la question sur les compléments alimentaires, puisque tu en as un peu parlé. Maintenant, il y a pléthore d'offres, c'est un truc à la mode. Et il y a je ne sais même plus le chiffre, il y a une trentaine de produits. Donc, chondroïtine, glucosamine, curcuma, collagène, plein de trucs. Alors, quel est un petit peu... Et il y a une surenchère chacun dans la posologie, dans l'association. Il y en a qui les associent tous dans le même truc, etc. Donc, qu'est-ce que tu en penses et quel serait un petit peu le bon profil? Si je peux me permettre, juste en complément, Jérémy Selam nous avait dit que celui qui avait la plus grande preuve scientifique d'efficacité était le curcuma. Donc on aimerait bien savoir si c'est vrai ou pas. Alors, s'il parlait d'arthrose digitale, ce n'est pas le cas, puisqu'on n'a pas dans les recommandations de Lollard, puisqu'il n'y a pas eu d'essai spécifique. Par contre, on a effectivement, dans la gonarthrose, plusieurs essais, dont un même publié dans le prestigieux American Journal of Medicine. Bon. Donc le curcuma et le gingembre, il y a des choses qui ont été publiées, mais pas arthrose digitale, qui montrent un effet taille modéré sur la douleur, mais comme presque tous les traitements dans l'arthrose maintenant. Hein. Donc c'est reprocher maintenant à un traitement un effet taille modeste dans l'arthrose, c'est dire n'utilisez rien, parce que tout a à peu près dans l'arthrose un effet taille modeste, sauf la prothèse de hanche ou de genou quand on est arrivé au stade de la prothèse. Sur les compléments dans l'arthrose digitale, ou compléments ou anti-arthrosiques symptomatiques d'action lente, le seul, encore une fois, qui a un essai thérapeutique valable et de bonne qualité méthodologique par Semgabé, c'est la chondroïtine sulfate à la dose de 800 mg. Hein.
alors qu'en France, souvent, on donnait 1200 mg. Pour le reste, ben, oui, là, on a des carriels de produits avec des mélanges qui, quelquefois, je ne sais pas, il peut y avoir jusqu'à 15 ou 20 ingrédients dans la préparation, donc ça devient un peu compliqué à juger, parce que quand tu as du collagène, de la glucosamine, de la chondroïtine, du gingembre, du curcumin, des pins marins, des Alpes-Maritimes, et je ne sais quoi, ça devient très très difficile. Moi, alors, chondroïtine, je pense qu'il y a un rationnel, et d'ailleurs Jérémy, comme moi, on l'utilise parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas essayer de faire du bien aux patients. Si ça marche, tant mieux. Le reste, le collagène, il y a effectivement beaucoup de patients maintenant qui prennent du collagène ou du curcumin et du gingembre. Pourquoi ça marcherait dans la gonarthrose et pas dans l'arthrose digitale? A priori, il n'y a pas de raison de penser que ça ne marcherait pas, mais ça n'a pas été évalué. Est-ce que j'ai une proposition à la carte ou au menu à recommander? Je dirais que malheureusement non. La seule chose que je me contente de dire aux patients, c'est attention, c'est quand même pas négligeable. Il y a maintenant quand même toute une série de publications sur des effets indésirables de compléments alimentaires. Il commence à y avoir des notifications qui remontent à l'HAS. C'est pas complètement négligeable. Et donc c'est pas parce qu'on pense que c'est pas grave qu'il faut donner ça largue à main nue. Deuxièmement, je pense qu'il faut le donner comme un traitement et donc se comporter médicalement quand on préconise ces traitements-là. Troisièmement, je pense qu'il faut préférer, si on parle de traitement, des produits pharmaceutiques, de fabrication pharmaceutique, à des trucs sur Internet, sans aucun contrôle. Moi, je me souviens, on avait eu cette discussion avec Jean-Pierre Pelletier, un rhumatologue de Montréal, il y a déjà 15 ans, sur la question de la glucosamine et de la chondroïtine, puisque ça s'achetait au kilo dans les vitamines Shaw américains. Et un jour, il était un peu énervé, il a été faire une razzia dans un vitamine Shaw, il était rentré dans son laboratoire à Montréal, et il avait dosé ce qu'il y avait dans les boîtes, dans les capsules. Et il y avait entre 0 et 60% de ce qui était annoncé. Et il y avait beaucoup de zéro. Donc, c'est aussi un marché qui peut poser problème. Donc, je crois qu'il faut préférer ce qui est d'origine médicamenteuse ou de fabrication contrôlée. Parce qu'il y a aussi des sociétés qui fabriquent tout à fait correctement des compléments, mais bon, voilà. Donc, oui, mais attention. Professeur Eldali. Merci Emmanuel. 2 questions. La première par rapport à la toxine botulinique. Par quelle action elle va agir en intra-articulaire? 2. La stimulation du nerf vague. J'imagine que ce n'est pas spécifique pour diminuer la douleur que pour l'arthrose digitale. Est-ce que en même temps, le type a mal aux mains, mais douleur du genou et douleur du rachis cervical, je stimule le nerf vague et en principe, ça agit sur toutes les douleurs, quelle que soit la douleur, la localisation? Alors, ta première question, j'avoue mon ignorance, je pense qu'il y a un mécanisme de nature anti-inflammatoire locale, mais j'en sais pas plus, je n'ai pas étudié plus le mode d'action de la toxine botulinique dans l'articulation, contrairement à d'autres indications. En ce qui concerne le nerf vague, ça a été un essai sur l'arthrose digitale, donc par définition, on excluait, si tu veux, des patients qui seraient venus pour une coxarthrose très douloureuse ou une gonarthrose très douloureuse, et donc il n'y a pas eu de focalisation là-dessus. On peut tout à fait imaginer que ça fonctionne sur d'autres localisations que l'arthrose digitale, mais dans l'étude estivale, on n'a pas regardé ça. C'est peut-être une erreur. On a peut-être les données, il faut que je regarde si on a, avec Alice Courty, si on a les données possibles, si on peut les interpréter. De la même façon qu'on n'a pas encore analysé les données radiographiques, tu vois. Mais il n'y a pas de raison de penser que ça ne fonctionne pas sur le genou ou la hanche, puisque dans les travaux sur la polyarthrite, ça fonctionnait sur les articulations inflammatoires de la polyarthrite en général. Professeur Mamouchi. Oui, merci. Toujours sur l'essai estival, si j'ai bien compris, dans l'essai pilote, la stimulation durait 1 heure. Oui, jusqu'à 1 heure. Oui. Et dans l'essai, vous avez gardé 20 minutes. 20 minutes. Est-ce qu'il y a un rationnel? Pourquoi vous avez diminué? Est-ce que si on continue 1 heure, ça aurait été positif? Pourquoi? Toujours des bonnes questions méthodologiques et saines. Alors,
1 heure, ça avait été jugé un peu fastidieux et voire parfois gênant par les patients, parce qu'il peut y avoir une petite gêne, quelque chose de désagréable. Et donc, pour essayer d'avoir quelque chose qui soit observable, il y a eu donc la décision de réduire le temps d'application, d'autant plus qu'on n'avait aucune raison de penser qu'1 heure était nécessaire et qu'une application plus courte ne fonctionnerait pas. Ensuite, quelle est la bonne durée d'application? Est-ce qu'il faut faire un essai effet dose avant de repartir sur l'inflammatoire? C'est une bonne idée. Je vais en parler avec Alice et Jérémy dès lundi matin, Abdellah. Intervention suivante, professeur Bza. Merci, Monsieur Emmanuel. J'ai 2 petites questions. Dans la cohorte DigiCord, vous avez trouvé un pourcentage non négligeable d'atteinte des MCP. Est-ce qu'il y a des facteurs associés à cette atteinte dans l'arthrose digitale, en dehors de l'hémochromatose? Et deuxième question, votre conduite sur les orthèses des doigts. Pendant combien de temps? Qu'est-ce que vous faites dans votre pratique? Alors, sur les MCP, c'est associé le plus souvent à des atteintes des interphalangiennes proximales, mais pas la rhizarthrose, interphalangienne proximale. C'est à peu près tout. De toute façon, tout ce qui était susceptible d'induire une arthropathie de la MCP était par ailleurs exclu. On a ajusté là-dessus. Donc, si on reste dans le champ de l'arthrose digitale, c'est essentiellement une arthrose qui est associée à l'arthrose des IPP. Et qui est une arthrose peu sévère sur le plan symptomatique et peu sévère sur le plan radiologique. C'est-à-dire qu'on n'a pas 10 articulations ou 4 ou 5 articulations MCP à un stade Kellgren-Lance de 3 ou 4. C'est en général un petit ostéophyte, un petit pincement, c'est quelque chose de ténu, mais ça existe. Donc l'idée de dire ça n'existe pas, c'est faux. Voilà. Sur les orthèses, bon, je crois que ce qui n'est pas discutable, et c'est dans les recommandations de Lolard, c'est les orthèses de rhizarthrose. Là, il y a des preuves d'efficacité symptomatique sur la douleur. Sur les orthèses des interphalangiennes, il y a aussi une discussion dans les recommandations Lolard, parce qu'il y a quelques études qui montrent un effet symptomatique, ce que personnellement je ne crois pas. En tout cas, ça n'a jamais été démontré, c'est que ça puisse avoir un effet anti-déformation. Pour diverses raisons, la principale est une raison très intéressante qui avait été identifiée par Tan Lin à partir d'un travail d'IRM des articulations interphalangiennes, c'est que dans l'arthrose digitale, il y a une atteinte des ligaments collatéraux des interphalangiennes dans 100% des cas. 100%. Et il y a même une atteinte des ligaments collatéraux des interphalangiennes qui peut préexister à l'apparition de l'arthrose sur une articulation juxta-articulation arthrosique. Donc ça veut dire que pour l'essentiel, tout ce qui est déviation latérale des IP, c'est vraisemblablement en grande partie lié à un déséquilibre des ligaments collatéraux. Exactement comme on aurait un valgum ou un varum du fait d'une laxité au genou. Donc quand vous mettez l'orthèse, vous rectifiez. Vous faites un peu mal parce qu'il y a un point de contact qui est bon. Donc souvent les patients les enlèvent au milieu de la nuit, mais le matin quand vous l'enlevez, le doigt il repart immédiatement. C'est comme un élastique qui est trop lâche. Donc sur le plan de la déformation, je crois qu'il faut être clair avec les patients en disant que ça ne va pas fonctionner. Par contre, sur le plan symptomatique, et notamment dans les poussées inflammatoires de certaines articulations interphalangiennes, ça peut permettre de passer un cap. Si les gens acceptent de la porter, et de la porter vraiment, c'est-à-dire que ça ne marche pas en 2 jours, il faut la porter plusieurs semaines. La rhizarthrose du pouce, c'est pareil. Professeur Benboisa, question suivante. C'est bon? Parfait. Alors, l'intervention suivante, professeur Hassani, et on terminera par l'intervention du professeur Bahdi. Emmanuel, quel est le rationnel pour ne pas infiltrer, pour ne pas mettre un corticoïde dans la scaphotrapézienne ou trapézo-métacarpienne, dans la rhizarthrose? Alors, tu veux dire par rapport aux recommandations de Lolard? Recommandations, oui. Il n'y a pas de rationnel. Le rationnel dans ce type de travail de recommandation, tu le sais aussi bien que moi, c'est qu'on retient ce qui a au moins une méta-analyse ou au moins un essai clinique randomisé, contrôlé, de bonne qualité, etc. etc. Donc, tu sais,
le travail, à un moment donné, c'est espèce de truc où tu mets à la poubelle, tu mets pas à la poubelle, tu mets dans un box intermédiaire, et puis à la fin, tu as une discussion, rebelote des trucs qui partent à la poubelle, et ensuite, il y a une cotation du degré pas seulement d'évidence, mais du degré de conviction, hein, de force de recommandation. Donc c'est toujours assez frustrant, ce genre de choses, parce qu'il y a évidemment des choses que tu aimerais voir proposées, au minimum conservées dans l'arsenal, entre guillemets, thérapeutique, et qui passent à la trappe. Et là-dessus, les anglo-saxons sont dans une espèce d'attitude, de rigueur parfois ultra rigoriste, qui peut heurter, si tu veux, le sens clinique, je veux dire, la pratique clinique. Et donc toute la question, c'est est-ce qu'on fait que de l'evidence-based medicine 100%? Je crois que personne d'entre nous ne fait que du 100% d'evidence-based medicine. Je pense qu'on a tous à un moment donné ou à un autre des prescriptions, des modes de prise en charge qui ne sont pas forcément fondés sur 36 méta-analyses. Mais quand tu publies, et quand c'est le lard, donc ils n'ont pas retenu. Il y a eu un essai thérapeutique qui a été arrêté pour défaut de recrutement, qui a été publié dans l'analyse informatique d'ISIS. C'était décevant parce que je pense que s'ils avaient atteint le nombre de patients qui était initialement prévu, ça serait sorti. Ils n'ont pas atteint le nombre de patients initialement prévus, et donc ça ne s'est pas sorti. On est resté avec ça. Voilà. Bien, dernière intervention, professeur Baheri. Merci Emmanuel pour tes deux belles présentations. Alors, ce qui frappe à chaque fois dans ces présentations, c'est qu'il y a beaucoup d'empirisme et de sérendipité et qu'on ne démarre jamais ces présentations d'arthrose par de la physiopathe et par des cibles thérapeutiques comme dans tous les chapitres actuellement en rhumatologie. Qu'est-ce qui fait que la physiopathologie de l'arthrose et les cibles thérapeutiques ne marchent pas malgré toutes les décennies ? Tu veux dire pourquoi on a une aussi mauvaise approche physiopathologique dans l'arthrose? Ça, c'est vache hein, pour les arthrologues. Alors, il y a plusieurs réponses possibles. La première, c'est de dire l'arthrose, c'est poétique. Il se passe beaucoup de choses. C'est pas qu'une blague. Il y a... si on regarde les phénotypes d'arthrose, si on regarde les approches physiopathologiques, on en a, il y a plein de travaux sur la paillasse, il y a des centaines, des milliers de publications sur la paillasse, sur des cultures cellulaires, monocouches, tricouches, tridimensionnelles, machin, chez les animaux, etc. Donc il y a plein de choses. Si on regarde, en fait, on n'identifie pas une cible thérapeutique. C'est-à-dire que le modèle rhumatisme inflammatoire, on a réussi finalement à identifier là, puis la deuxième, la troisième, la quatrième, le corset des cibles thérapeutiques susceptibles de bloquer la chaîne de l'inflammation, de la destruction et articulaire et des symptômes, ça, on ne l'a pas dans l'arthrose. Donc tu vas tomber sur les collagénases, tu vas tomber sur toute une série de choses. On connaît ça depuis 50 ans, hein, les travaux datent des années 60-70, tu vas toujours tomber sur les mêmes choses, mais tu ne vas pas tomber sur une espèce de filière magique qui te mène à l'arthrose. Il y a le problème des phénotypes. Est-ce qu'une arthrose post-traumatique sur un doigt, c'est la même chose que l'arthrose digitale pluri-articulaire? Vraisemblablement non. Est-ce que la physiopathologie emprunte le même chemin à un moment donné? Vraisemblablement pas. Donc il y a plein de choses qui font qu'on est devant une maladie à visage multiple. Et il y a plein de gens qui sont dans l'arthrose depuis des années qui disent « Moi, je ne crois pas qu'on trouvera un jour un traitement. » Ils disent « On va avoir vraisemblablement des traitements pour des arthroses différentes, pour des phénotypes différents. » François Arnoux, quand on discute avec lui, il dit « Moi, je ne crois pas au traitement. » Jérémy Selam... Alors, Jérémy est parti sur des pistes, hein, vous avez vu avec le microbiome, il travaille beaucoup là-dessus, il y a sur l'inflammation, enfin, Francis Barenbaum était parti sur la question de l'inflammation, il y a l'iraglutide en ce moment qui est une promesse, hein, quelque chose de très intéressant. Est-ce que ça permettra de traiter toutes les arthroses? On n'en sait rien, et je ne pense même pas que Francis Barenbaum, aujourd'hui, dirait une chose comme ça. Par contre, il dira, je pense que je tiens quelque chose qui va marcher dans l'arthrose.
Merci beaucoup Emmanuel pour cette très belle présentation, pour toutes Merci les questions posées. Merci aussi à l'assistance pour tout le débat que cela a suscité et merci à mon camarade et ami Salah El Maroufi et à vous tous d'avoir participé au comité d'organisation également. Et je crois que nous sommes dans les temps pour profiter pleinement d'une pause café. Merci encore.